Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne MyTrader pour une vidéo un peu particulière puisque ça ne va pas être la review du MidClose mais simplement une vidéo d'analyse personnelle sur la nouvelle politique tarifaire de Bandai. Donc comme tout à chacun, eh bien, j'ai pu observer ces dernières années une grosse augmentation des tarifs des MidClose et donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer ce que moi j'ai découvert en travaillant un petit peu la question. J'ai essayé de trouver quelques explications à cette stratégie de Bandai qui pourrait apparaître comme un sabordage de la licence, et donc dans cette vidéo, eh bien, je vous donne le fruit de mon analyse, attention, qui est une analyse totalement limitée, qui n'est pas une analyse économique exhaustive. Elle n'a pas vocation ni à enfoncer Bandai, ni à les dédouaner. J'ai pour ambition ici dans cette vidéo d'adopter surtout un point de vue équilibré, et qui pourra, je l'espère, vous aider à y voir un peu plus clair dans cette politique tarifaire de Bandai. Ceci étant bien établi, eh bien, allons-y. Donc pour commencer, je vais vous expliquer un peu la méthodologie que j'ai suivie dans cette analyse. Alors la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai établi ce tableau que vous pouvez voir. Alors vous voyez que tout en haut, vous avez une liste des figurines que j'ai pris en compte. Alors mon objectif, c'était de comparer des choses comparables. Donc c'est-à-dire que j'ai limité cette analyse à toutes les figurines Revival qui sont soit sorties à partir de 2018, soit qui sont annoncées en préco pour 2021. Évidemment, je pourrais les comparer comme ça avec la version première édition qui était sortie donc dans les années 2010 à 2013, on va dire. Dans cette liste, j'y ai ajouté le Scorpion version Cynthia Show. Donc si j'ai ajouté cette figurine-là, c'est tout simplement parce que la figurine est en tout point identique à la version première édition, à ceci près que les visages ont été améliorés et que le corps est de couleurs différentes. Mais ça nous permettra également d'avoir un élément supplémentaire concernant les figurines EX. Donc on peut considérer plus ou moins ce Milo Cynthia Show comme un Milo Revival. Ensuite, dans les deux lignes suivantes du tableau, j'y ai fait figurer donc, le tarif en yens de la première édition, ainsi que le tarif en yens de la version Revival. Alors pour avoir ces tarifs, je me suis basé sur le site officiel de Tamashii.jp. Donc vous voyez par exemple ici que le bélier Revival est annoncé à 11 000 yens. Donc pourquoi j'ai utilisé ce site-là? Tout simplement parce que comme ça me permet d'éviter tous les intermédiaires, donc qui pourraient bien entendu prendre une marge supplémentaire au passage, ce qui me permet au final d'avoir des choses qui sont totalement comparables, puisque grâce à ce site, vous voyez qu'on peut remonter très loin dans l'historique des MidClose, puisque tous les prix des MidClose sortis à ce jour sont présents. Donc ces tarifs, vous les retrouvez en ligne 2 et 3 du tableau. Donc vous voyez, tarif first en yens, donc ça c'est pour la première édition à sa sortie, et tarif revival en yens, c'est pour les versions revival. En ligne 4, vous avez la différence entre ces deux tarifs. Donc vous voyez que par exemple pour le Saga EX, qui est sorti donc en 2012 pour ce qui est de la version première édition, et en 2018 pour ce qui est de la version revival, entre les deux, il y a eu 1650 yens de différence. Et à titre indicatif, en ligne 5, vous avez ce que ça représente en euros. Donc là, par exemple, ça représente 13 € de différence par rapport au prix de la première édition. En ligne 6, j'ai simplement traduit cette différence en termes de pourcentage, ce qui veut dire que si on prend à nouveau l'exemple de Saga, entre la version première édition et la Revival, il y a eu 23% d'augmentation. Alors, quelles sont les observations que l'on peut faire dans ce tableau? Ça ne surprendra personne, évidemment. La première chose que l'on voit, c'est que les tarifs augmentent. Donc si on prend les moyennes qui sont à droite du tableau, vous voyez que en moyenne, les prix ont augmenté de 42% par rapport aux premières éditions. Donc les Revival sont plus chers de 42%. Deuxième observation que l'on peut faire, c'est avec le tableau qui est juste en dessous. Vous voyez que pré-2019, on a eu une augmentation des MidClose d'environ 35% par rapport à la première édition, sans réelle distinction entre les EX et les classiques, puisque vous voyez que les EX ont augmenté de 33%, tandis que les classiques ont augmenté de 36%. En revanche, après 2019, l'augmentation, elle est aux alentours de 55%, avec cette fois-ci une énorme différence entre les classiques qui ont augmenté que, entre guillemets, de 40%, comparé aux EX qui, elles, ont augmenté de 53%. Donc vous voyez que la différence d'augmentation entre les premières Revival qui ont été sorties par Bandai et donc les dernières qui sont annoncées pour 2021, il y a eu 20 points d'augmentation.
Alors, quels sont les enseignements que l'on peut tirer de ces observations? Pour cela, eh bien, je vais me servir de ce graphique que j'ai simplement établi à partir des données que je vous ai montrées juste avant dans le tableau. Et on remarque donc, premier enseignement, l'écart de tarif entre les iX et les classiques ne cesse de s'accroître. Alors ça, on le voit sur le graphique, vous voyez, donc avec cette partie, donc la ligne bleue représente simplement les tarifs des versions première édition, et la ligne orange, donc les tarifs des versions Revival. Et vous voyez donc que cette partie de la courbe est totalement plane. On a ici les tarifs des bronzes V1, donc des classiques, et ici, eh bien, vous avez les tarifs des versions iX, donc les premières éditions iX, et vous voyez donc que l'écart entre ces classiques et ces versions iX, eh bien, somme toute, n'est pas très élevé. En revanche, quand on regarde donc la courbe des tarifs des versions Revival, eh bien, ici, vous voyez un énorme gap entre ces versions classiques et ces versions iX. Donc ceci démontre bien ce que je suis en train de dire, surtout quand on regarde juste après donc, cette partie de la courbe, qui représente donc les Revival de Tethys et de Show du Toucan. Vous voyez qu'on revient donc sur des niveaux de tarifs qui correspondent peu ou prou à ces niveaux de tarifs de ces premiers Revival des bronzes V1. Deuxième enseignement à en tirer, eh bien, c'est que Bandai, a priori, a décidé de marger davantage sur les iX que sur les classiques. Alors ça, on le remarque simplement en regardant l'écart qu'il y a entre la courbe bleue et la courbe orange. Vous voyez que ici, donc pour les versions classiques, eh bien, cet écart est bien sûr élevé, mais reste stable, alors que dès qu'on arrive sur les iX, eh bien, les courbes s'éloignent davantage. Donc ceci tente à démontrer que, a priori, Bandai veut marger davantage sur les iX et qu'il considère sans doute que la gamme classique est en fin de vie, c'est-à-dire qu'elle se vendra moins, et donc si elle se vend moins, forcément, eh bien elle sera moins profitable. Donc ils vont essayer davantage de tirer plus de profit sur la gamme iX. Le troisième enseignement à en tirer a lieu au sein même de la gamme iX Revival. Donc vous voyez que c'est ici que ça se passe au niveau du graphique, et on va s'intéresser à ce creux-là. Alors ce creux, c'est simplement le tarif du Iki V2 version Revival, et vous voyez donc que celui-ci est nettement inférieur à ceux des autres Gold iX, qui sont représentés sur les points hauts de la courbe orange. Remarquez que pour ce qui était de la première édition, eh bien, le tarif du Iki V2 était exactement le même que celui des autres Gold, qui sont sortis à peu près à la même époque. Donc ceci tente à prouver que Bandai a décidé d'augmenter davantage les tarifs sur les Gold iX que sur les autres figurines iX. Donc ceci montre bien une chose, c'est que Bandai a pleinement conscience que les Gold iX sont des best-sellers. Autrement dit, ils ont décidé de marger davantage sur ces figurines par rapport aux autres figurines iX qui sortiront dans l'avenir. Alors, autre enseignement que l'on peut tirer, c'est à partir de ce graphique, qui représente simplement la différence de tarif entre les premières éditions et les Revival, mais cette fois-ci en pourcentage, et on va s'intéresser à ce point haut. Alors il y a eu d'autres points hauts par la suite, mais celui-ci est particulièrement important puisqu'il a lieu au moment de la sortie des premières versions iX Revival, et notamment ce point haut eh bien, correspond à Shaka. Donc vous voyez que ici, eh bien, entre la première édition et la Revival, eh bien, il y avait eu 42% d'augmentation, là où pour Saga il y avait eu simplement 23%, et pour Aiolia, eh bien, il y avait eu 33%. Donc ceci tente à démontrer que Bandai sait pertinemment quelles sont les figurines les plus populaires, et notamment sait que Shaka est a priori le gold le plus populaire chez les fans, donc a décidé de marger davantage sur ces figurines-là par rapport aux autres figurines. Enfin, dernier enseignement que l'on peut tirer, eh bien, il n'apparaît pas sur le graphique, mais il tient au fait que là, eh bien, nous parlons de versions Revival, c'est-à-dire des versions dont Bandai possède déjà les moules, des versions qui n'ont nécessité absolument aucun investissement en termes de recherche et développement. Autrement dit, ce sont des versions sur lesquelles Bandai va marger largement plus que sur des figurines originales qui nécessiteront des prototypes, qui nécessiteront ensuite une mise en production avec des nouveaux moules, pour dire de les décliner en milliers d'exemplaires. Donc forcément, là, vous allez avoir un investissement qui va être bien plus grand que sur des versions Revival, où vous avez déjà tout ça qui a été mis en place. Donc quelle conclusion on peut tirer de cette première partie? Eh bien d'abord qu'il apparaît assez clair que Bandai a décidé d'augmenter ses profits, donc ça c'est dû au fait que bien entendu on parle de version Revival, donc ce qui veut dire qu'on a des coûts de production qui sont moindres, et à la fois on a des tarifs de vente qui sont plus élevés que les premières éditions. Donc même si ces tarifs restent tout de même moins élevés que ceux du marché de l'occasion avant la sortie de ces versions Revival, il n'en est pas moins vrai que les premières éditions étaient largement moins chères.
À noter que cette augmentation va de pair avec la volonté de Bandai de faire apparaître la gamme Mid-Close comme un produit assez haut de gamme qui est destiné à un public de Quadra qui a un certain pouvoir d'achat. Donc jusque-là, je n'ai fait qu'évoquer les abus en termes de tarifs. Maintenant, comme je l'ai établi du départ, je vais essayer d'adopter un point de vue équilibré. Donc là, forcément, je vais devoir évoquer les raisons, en tout cas les raisons principales qui ont poussé Bandai à augmenter leurs tarifs. Alors première raison que je vais évoquer, elle est devant vous et elle est symbolisée par ce graphique qui représente simplement la valeur du yen face au dollar sur une période de 10 ans. Et vous voyez que si on remonte 10 ans en arrière aux alentours de l'année 2010, on avait un yen qui valait aux alentours de 80 yens pour 1 dollar, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt sur 110 yens pour 1 dollar. Donc ce qui veut dire que concrètement, le yen a perdu énormément de valeur par rapport au dollar, et vous voyez que cette différence s'effectue très largement fin de l'année 2012, période à laquelle la Banque centrale japonaise a décidé de faire ce qu'on appelle un QE. Alors QE sont les initiales de Quantitative Easing. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est, vous pourrez bien entendu googler là-dessus pour voir la signification, mais pour simplifier, c'est simplement faire fonctionner la planche à billets pour faire baisser la valeur de la monnaie. Donc il y a un but là-dedans, c'est simplement faire augmenter un peu l'inflation pour dire d'avoir une économie qui soit davantage axée sur la consommation, et également de faire baisser la valeur de la monnaie, donc pour favoriser les exportations. Donc évidemment, ça a l'air d'être que tout bénef, mais ça a quand même une conséquence, c'est que la valeur de la monnaie, comme elle baisse, les produits que vous allez importer vont forcément vous coûter plus cher. Et pour ce qui est du Japon, ces produits-là, ce sont des matières premières, puisque le pays n'en produit pas énormément. Donc ce qui veut dire que Bandai, lorsqu'il fabrique des figurines, a besoin de matières premières, donc a besoin de pétrole pour le plastique par exemple, a besoin de métaux. Ces matières premières-là ne sont pas produites pour la plupart par le Japon, donc ils vont devoir les importer. Donc ce qui veut dire qu'en import, ça va leur coûter plus cher maintenant, c'est-à-dire en 2021, que ça pouvait leur coûter avant 2012. Donc ça, c'est une première raison qui viendrait expliquer l'augmentation de tarifs, c'est que pour eux-mêmes, la figurine coûte plus cher à produire que ce qu'elle coûtait avant 2012. La deuxième raison, elle n'est pas sur ce graphique, mais elle est évidente, c'est la crise sanitaire. Donc depuis 2020, le Covid fait souffrir les entreprises, et Bandai, étant une entreprise, en souffre également. Elle en souffre à deux niveaux. Au premier niveau, ses dépenses sociales ont forcément augmenté. Donc ce qui veut dire que par exemple, quand elle a des employés qui sont en inactivité due au confinement successif, j'imagine qu'elle doit les rétribuer un temps soit peu, donc tant que eux font partie de l'entreprise. Ensuite, deuxième niveau, pendant la crise sanitaire, Bandai vendra sans doute moins de figurines qu'en période normale, tout simplement parce que les ménages n'ont pas forcément le budget loisir qu'ils ont en temps normal. La troisième explication de cette augmentation de tarifs, vous l'avez sur ce graphique, qui représente le salaire annuel en Chine en yuan. Vous voyez sur ce graphique que le salaire moyen des Chinois était à 42 000 yuan à peu près en 2010, alors qu'aujourd'hui il est à plus de 90 000 yuan. Donc en euros, ça représente 455 € pour les années avant 2010, et vous avez maintenant un salaire moyen qui est à 1007 €. Alors bien sûr, cette augmentation n'a pas lieu de la même façon sur tous les corps de métier, et on peut imaginer que dans les usines et également dans l'agriculture, l'augmentation a été sans doute moindre, mais il y a eu une augmentation claire des salaires, et sans doute un doublement des salaires par rapport à 2010. Donc ce qui veut dire que forcément, Bandai, lui aussi, a subi cette augmentation de salaire, et donc en termes de coût de production, la production de ces figurines est forcément plus chère maintenant que ce qu'elle pouvait l'être avant. Et donc ce coût de production supplémentaire, Bandai a simplement décidé de le répercuter sur le prix final, et donc de le faire payer par le consommateur. Alors dernière raison du manque d'explication de Bandai sur l'augmentation des tarifs, et plus globalement d'ailleurs de ce qui pourrait apparaître d'un manque de considération pour le collectionneur de produits Saint Seiya, tient au fait que la licence Saint Seiya pour Bandai, ça représente peanuts. Et pour le montrer, je vais me servir simplement de ce tableau, alors que je sors pas de mon chapeau, mais qui est issu des bilans financiers officiels que vous pouvez retrouver sur le site de Bandai Namco. Donc celui-ci, c'est le bilan de 2020, mais vous pouvez me faire confiance, j'ai regardé
regarder les différents bilans jusqu'en 2006, parce qu'on ne pouvait pas aller plus loin. Et ce que je vais vous dire là sur cette année, eh bien, se retrouve dans tous les bilans financiers. Et vous voyez donc dans ce tableau, eh bien, c'est la liste des 10 licences qu'exploite Bandai et qui leur rapporte le plus. Et vous voyez donc première chose, c'est que eh bien, la licence Saint Seiya ne figure absolument pas dans ce tableau. Ensuite, si on regarde les licences qui sont dans ce tableau, eh bien, on remarque que Dragon Ball, eh bien, c'est celui qui a la première place, et de loin, puisque vous voyez que si on compare par rapport au deuxième de ce tableau, qui est la licence Gundam, eh bien, on a presque 2 fois plus en termes de chiffre d'affaires sur Dragon Ball que sur la licence Gundam. Et ça se retrouve sur tous les bilans financiers jusqu'en 2006. Ça veut dire que même à la grande époque de Saint Seiya, c'est-à-dire au moment de la sortie des OAV, eh bien, la licence n'a jamais figuré dans ce top 10 et donc n'a jamais rivalisé avec ces 10 plus grosses licences de Bandai en termes de chiffre d'affaires. Ensuite, quand on regarde surtout par rapport au 10e de cette liste, qui est Ekatsu, alors ça, a priori, ce sont des cartes, bon, c'est un truc spécifiquement japonais, et on remarque cette fois-ci que le chiffre d'affaires, c'est 3 milliards de yens, ce qui est presque 40 fois moins que la licence Dragon Ball. Donc quand on regarde ces chiffres-là, eh bien, ça nous laisse imaginer quel est le poids de Saint Seiya en termes de chiffre d'affaires pour Bandai. La réponse, c'est quasiment rien. Donc ce qui veut dire qu'ils n'ont pas besoin de faire preuve de ménagement vis-à-vis de la communauté Saint Seiya, ce qui peut nous paraître fou, nous, parce qu'on est forcément dans un microcosme tous regroupés, donc forcément on a l'impression que cette licence représente un poids quand même assez important, mais quand on essaye d'augmenter un peu le champ de visualisation, on remarque que la licence, en fait, eh bien, représente quasiment rien. Donc à partir de là, Bandai sait qu'avec du produit Saint Seiya, eh bien, ils vont vendre des figurines, mais ils vont pas en vendre énormément. Donc ce qui veut dire qu'en termes de coûts de production, eh bien, on ne compensera pas l'augmentation des coûts de production par plus de figurines vendues. Et donc forcément, eh bien, on répercutera davantage l'augmentation des coûts de production sur le produit final, c'est-à-dire donc sur le consommateur, que en le prenant en sa charge avec la perspective d'en vendre des milliers et des milliers. Donc pour conclure sur cette partie, eh bien, on peut dire que les coûts de production sont largement plus élevés aujourd'hui que ce qu'ils pouvaient être en 2010, et donc que Bandai devait a priori répercuter au moins en partie cette augmentation sur le prix final de vente. Maintenant, je pense que Bandai, pour limiter l'augmentation, a aussi essayé de faire des gains de productivité dans les usines chinoises, donc forcément avec des machines plus perfectionnées, donc ce qui explique peut-être en partie la baisse de qualité dans les finitions. Ensuite également, pour éviter les effets de l'inflation due au QE, eh bien, ils ont dû sans doute essayer de faire aussi des économies sur les matières premières, ce qui pourrait aussi expliquer la baisse de qualité dans les peintures et les plastiques, par exemple. Alors quelle conclusion globale je peux tirer de tout ça? Eh bien d'abord, première chose, c'est que Bandai a clairement souffert de politiques économiques qui ont fait augmenter ses coûts de production par rapport aux premières éditions, ce qui fait qu'ils ont dû répercuter une bonne partie de ces augmentations sur le consommateur. Ensuite, on peut évaluer que cette augmentation, eh bien, elle est à peu près de 40%. Ce chiffre, eh bien, on le tient du tableau que l'on a vu du départ. Maintenant, en tant que consommateur, eh bien, moi, je peux accepter cette augmentation pour les raisons que j'ai évoquées. En revanche, toute augmentation supérieure de ce chiffre, eh bien, peut apparaître comme abusée, ce qui veut dire que quand on a une augmentation de 55% des Gold EX, eh bien, on peut estimer que c'est vraiment une recherche de profit supplémentaire de la part de Bandai, et donc forcément, en tant que consommateur, eh bien, ça a tendance à me faire grincer des dents. Tout ce qu'on peut espérer maintenant, eh bien, c'est qu'une reprise normale de l'activité post-Covid nous permette de retrouver des prix un peu plus modérés, et aussi, j'espère, une qualité qui soit à la hauteur. Il serait également souhaitable qu'un événement marquant arrive sur la licence Saint Seiya, qui puisse augmenter le pool de collectionneurs, et donc forcément augmente le niveau de production, et fasse de facto baisser le coût de production. Donc voilà pour ce qui est de cette analyse, qui se voulait la plus objective possible. Maintenant, comme je l'ai dit du départ, il s'agit simplement d'une analyse d'un amateur, pas d'un spécialiste économique, donc ce qui veut dire que c'est pas du tout exhaustif. Bien sûr, il y aurait d'autres critères qu'on aurait pu prendre en compte, notamment par exemple le cours des matières premières, qui viendra soit encore plus appuyer les raisons de l'augmentation de tarifs que j'évoquais tout à l'heure, soit peut-être atténué par le fait que peut-être avec des matières premières moins chères, eh bien, Bandai pouvait compenser l'augmentation du prix de la main-d'œuvre en Chine. Donc ces éléments-là, bon, je les maîtrise pas, mais je pense que globalement, le tableau d'ensemble, eh bien, c'est celui que j'ai dressé,
c'est-à-dire une augmentation des tarifs que Bandai a dû répercuter sur le consommateur final. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo, qui je l'espère vous aura plu, et si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à la commenter et à la partager. Nous concernant, eh bien on se retrouvera très très bientôt cette fois-ci pour une vidéo classique, puisqu'il s'agira du passage en revue d'une figurine Midcloth, et donc comme d'habitude, portez-vous bien et prenez soin de vos proches.